Mais la Confédération paysanne, depuis 30 ans, au niveau national, c'est aussi des femmes et des hommes qui ont construit politiquement la parole de la Confédération paysanne. C'est des gens qui ont aussi contribué à mettre en lumière tout le travail qui a été fait par les départements. Parce que là, on va assister, Patrice Vidieux, qui est à côté de moi, qui était porte-parole dans les années 2000 et qui est aujourd'hui en responsabilité sur la dynamique syndicale au niveau de la Confédération paysanne, donc à travailler ce temps, vous présentera un peu l'exercice qui va se dérouler là devant vous. Mais je pense que donc, vont défiler des responsables nationaux, enfin défiler... pas comme un défilé le 14 juillet, on va se succéder ici. Simplement, moi je tenais à insister au départ sur... là, c'est la partie visible de l'iceberg, quoi. La Confédération paysanne, elle ne serait rien sans tous les gens qui sont dans les départements, les animatrices, les animateurs, tous les paysans et les paysannes qui militent, qui vont dans les CDOA, qui vont accompagner des paysans à côté de chez eux, qui vont porter la parole, qui construisent des actions, qui construisent tout le projet de la Confédération paysanne dans les départements. Et ça, c'est quelque chose de très important. Là, on est sur un temps national, mais il faut absolument rendre hommage à toutes les paysannes et tous les paysans de la Conf dans les départements qui militent de façon très forte et qui font ce que la Confédération paysanne est aujourd'hui. La Confédération paysanne, elle ne serait rien donc, sans tous ces gens dans les départements. Elle est beaucoup plus visible parce qu'il y a des gens qui sont en exercice. Il y a des gens qui sont en exercice au niveau national. C'est qu'il y a aussi des gens qui, sur les fermes, font le boulot à notre place. Que ce soit des salariés ou des associés. C'est aussi possible parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont accepté de mettre leur vie privée quelque part en veille ou en mode confédération paysanne. Quand on est en responsabilité nationale, tout tourne autour de la conf. Donc on voulait aussi rendre hommage sur ce temps à tous ceux qui sont sur nos fermes quand on est en responsabilité nationale. Et puis à tous les conjoints, les conjointes, les enfants qui subissent quelque part notre engagement par rapport à tout ça. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire de souligner aussi l'effort de tous ces gens-là. Et puis oui, il y a un comité national, la Confédération paysanne, c'est une confédération paysanne, le département, la région et le national. Donc il y a des gens qui, tous les 2 ans, sont élus par le Congrès et qui représentent les confédérations paysannes régionales au sein du comité national. Le comité national, qui est l'instance politique de la Confédération paysanne, et l'instance politique qui se réunit 2 jours tous les 6 semaines à peu près. Il y a les commissions, il y a tous les gens qui travaillent dans les commissions, qui apportent du grain à moudre, qui construisent le projet de la conf. Et puis il y a donc ce comité national qui, par élection, désigne un secrétariat national d'après les statuts. 5, 7 ou 9 membres. Donc il y a eu des équipes à 5, il y a eu des équipes à 7, il y a eu des équipes à 9. Ce qu'on vous propose, ce que va vous présenter Patrice, c'est de revoir les visages qui ont marqué la Confédération paysanne au niveau national depuis 30 ans. Donc voilà, je laisse la main à Patrice et puis on se retrouve pour la conclusion. Merci. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, pardon. Je suis chargé d'animer ce temps collectif et de gérer le temps, ce qui ne va pas être facile avec des porte-paroles et des secrétaires qui ont l'habitude de parler en public. Je vais déjà leur demander de se rapprocher de l'escalier parce que même s'ils sont restés jeunes et dynamiques, ils ne vont pas sauter les barrières pour monter sur scène. Donc rapprochez-vous de l'intérieur pour accéder à l'escalier. Voilà. Donc... vous savez tous, militants, militantes, sympathisants, amis de la conf, que les luttes syndicales, c'est une longue histoire, c'est une longue suite d'événements, d'actions, et qu'il y a des étapes qui sont marquantes. Hein. La création de la Confédération paysanne en est une. Et il y a 30 ans, il y a eu des événements qui se sont accélérés pour aboutir à la création de la Confédération paysanne. Hein. On n'a pas le temps de faire un rappel historique très précis. Mais il y a 30 ans, il y a eu des assises paysannes qui se sont tenues à Bondy, qui ont réuni quand même 500 délégués de 70 départements, c'est pas rien.
pour réfléchir à la création d'une organisation syndicale regroupant plusieurs syndicats déjà existants. Il y a 30 ans, le 29 avril 1987, donc se crée officiellement la Confédération paysanne, et dans la foulée, en décembre 1987, la première Assemblée générale constituante se tenait à Rennes. Donc on va procéder par période. Il y a eu bien sûr la Confédération paysanne est née, il a fallu qu'elle se fasse connaître, qu'elle se fasse respecter, qu'elle se fasse reconnaître dans les instances nationales et auprès de la société. Ça a été l'objectif des premiers secrétariats et aussi de continuer à élaborer le projet d'agriculture paysanne. Donc je vais appeler sur la scène déjà les premiers secrétaires nationaux qui ont porté la parole de la Confédération paysanne de 1987 à 1995. Alors, pendant un quart d'heure, ils vont vous raconter les étapes marquantes de la Confédération qui ont marqué la construction de la Confédération pendant cette période. Et je vais donner la parole au premier porte-parole de la Confédération paysanne que vous connaissez tous, Yves Mangui. Bonjour à tous. Alors, je dirais d'abord bonjour aux Charentais qui sont là, qui ont d'une part, qui ont pu venir et qui ont préparé cette fête qui est depuis plusieurs jours, je dirais même depuis plusieurs semaines. Donc, d'abord, bonjour à tous et merci d'être là. Et ensuite, bonjour à tous ceux qui sont là, qui sont venus de tous les coins de la France et peut-être même au-delà. Bon, quoi dire? Alors, c'est pas facile de faire un résumé, mais je voudrais seulement dire que la Confédération paysanne, si elle est née en 1987, c'est parce qu'elle a eu des parents ou des racines qui se sont développées déjà bien avant. Et là, il faut remonter, disons, un peu après la guerre, quand la FNSEA a décidé qu'elle serait le seul syndicat représentatif de tous les paysans, les gros, les moyens et les petits, ça a posé des questions. Et ces questions, elles se sont surtout développées dans les années 60-70, qui ont abouti en 70 à un congrès du CNJA qui a éclaté, puisqu'il y a eu un contre-rapport qui s'est appelé « Pour un syndicalisme de travailleurs ». Parce qu'à la FNSEA, on parlait de chefs d'entreprise, mais pas de travailleurs, et surtout pas de paysans, hein, c'est des chefs d'entreprise. Alors donc, ce rapport-là a été un élément fort dans la réflexion qui a donné naissance à ce qu'on a appelé aux paysans travailleurs dans la période 70-80. Puis, il y a eu la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans qui s'est créée au moment du changement politique, puisque à partir de ce moment-là, tous les syndicats agricoles étaient reconnus. Contrairement avant, alors que tous les syndicats ouvriers eux, avaient droit à une reconnaissance, les syndicats agricoles qu'on avait créés, paysans travailleurs, n'étaient pas reconnus. Il a été reconnu, mais en même temps, il y a d'autres groupes qui se sont créés, qui étaient issus un peu des dissidents de la FNSEA, qui s'est appelée la FNSP, et qui, parallèlement à la CNSTP, Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, hein, parallèlement faisaient des actions et une réflexion qui était proche des uns des autres. Et puis on a eu une chance, si on peut dire, quand une bombe nous est tombée sur la tête, quand un dénommé François Guillaume, qui était président de la FNSEA, est devenu ministre de l'Agriculture. C'était en 86. Et là, François Guillaume, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'existe qu'un syndicat, la FNSEA, avec son jeune enfant, le CNJA. On ne reconnaît plus les autres syndicats. Or, les autres syndicats qu'on était, c'était nous. Et on avait, il faut dire qu'un syndicat a droit à quelques subsides de l'État pour la formation de ses membres. Et donc, on avait eu droit, à partir de 81, à quelques subsides. Et du jour au lendemain, on nous dit, vous n'existez plus, vous n'avez plus droit à rien. Donc, ça a été très, très dur. Et donc, forcément, eh bien, dans les esprits, ça a travaillé. Et les gens qui étaient donc en opposition à la FNSEA, qui voulaient un autre modèle d'agriculture que celui qui était développé par la FNSEA
qui était un modèle hégémonique. Hein. Là, ils se sont mis à réfléchir, ils ont mené quelques actions communes, donc une occupation une fois où François Guillaume était là-bas à l'INRA, ou je sais plus, près de Paris. Et là, c'est décidé rapidement de réfléchir à quel modèle d'agriculture on voulait, parce qu'on en parlait, mais il fallait le définir. Et se sont mis en place, tout à l'heure ça a été dit, les assises paysannes, où dans chaque département, dans chaque canton, où il y avait des militants des deux organisations, il y a eu une réflexion qui a été menée pour savoir quel type d'agriculture on voulait. Et cette réflexion, elle a été rassemblée à Paris, à Bondy, en 87, le 18 et le 19 mars 87. Pendant 2 jours, les comptes rendus ont été faits, une synthèse a été instaurée et qui aboutit à la question, bon, on veut une agriculture paysanne qui soit propre et qui soit au service des consommateurs et où les paysans puissent gagner leur vie. Pardon. Et donc là, la question s'est posée, ben oui, mais il faut peut-être une organisation qui porte ce modèle. Et là, après un vote, 90% des présents ont voté pour dire il nous faut un syndicat qui porte cette orientation. Pardon. Et donc là, la décision a été prise de créer ce qui est devenu la Confédération paysanne le 27 avril ou le 29 avril 1987. Confédération paysanne ne voulait pas avoir la structure hiérarchique qu'on connaissait ailleurs, président, secrétaire général, vice-président. On a décidé d'une organisation collective où les gens réfléchissaient ensemble, mais il fallait bien avoir une communication avec l'extérieur, il fallait un porte-parole. La décision a été prise d'avoir un porte-parole. Et là, ça s'est décidé le jour même. Enfin bon, il y a eu des discussions avant. Et là, on m'a dit, bon, ben, tu seras le porte-parole. Pendant les 2 ans, il y a eu 2 grandes actions qui ont été menées. D'abord, il y a eu le congrès. Et pendant toute cette période, l'unification des 2 mouvements, des assemblées générales auxquelles j'ai participé. Et puis, il y a eu... Pardon, oui. Merci. Il va falloir que tu conclues. C'est fini. Alors, d'un coup, j'ai perdu mon fil. Oui, il y a eu donc une manifestation à Paris qui venait de tous les départements pour justement porter à l'Assemblée nationale et au Sénat un projet d'agriculture paysanne. 45 départements sont venus en char pendant plusieurs jours jusqu'à Paris et cette manifestation a été la première grande manifestation après le Congrès. Et après, il y a eu un labour au pied de la Tour Eiffel. Voilà, j'en arrête là. Je crois que j'ai donné quelques éléments des premiers pas de la Confédération paysanne. Si ce n'est quand même, quand je dis porte-parole tout à l'heure, hein, il faut bien savoir qu'un porte-parole, ça n'est pas plus qu'un autre, parce qu'en fait, tous les militants, c'est eux qui portent la Confédération paysanne. Celui qui porte la parole, il ne fait que seulement transmettre ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont fait. Merci. Alors, au congrès de 89, il y a eu une nouvelle équipe au niveau national où ils m'ont désigné comme porte-parole. Et à ce niveau-là, la première chose que nous avons fait, c'est de réfléchir à l'organisation syndicale que nous voulions. Et nous avons créé des commissions par production, une structure régionale qu'on voulait faire fonctionner également, compte tenu des perspectives qui ouvraient de plus en plus de rôles à la structure nationale. Et nous avons commencé à négocier avec les différents ministères, d'abord, nos moyens financiers. Il est évident qu'une structure syndicale sans moyens financiers n'a pas de possibilité de travail. Et nous avons eu la possibilité, nous avons eu le droit de démarger à la convention collective agricole qui nous a permis d'avoir
des financements, exactement 3,6 millions de francs, avec un rattrapage sur les 2 années précédentes où le ministère nous avait oubliés. Et donc, de quoi faire face aux besoins de développement syndical. Par la même occasion, le comité national a décidé d'organiser une manif des maires à Paris en partenariat avec l'Association nationale des maires de France sur le thème « Paysans nombreux pour des campagnes vivantes ». En 1990, nous avons réussi à obtenir la reconnaissance de la Confédération en tant que syndicat. C'est la première fois depuis 1945 que nous avons un décret reconnaissant la Confédération paysanne comme syndicat agricole représentatif. Et à ce niveau-là, les circonstances ont été utilisées par le comité national pour profiter du congrès de Rennes du PS en leur mettant dans la balance où nous entamons au niveau du secrétariat national une grève de la faim à partir du 28 février ou bien vous arrangez pour nous faire reconnaître comme syndicat agricole à part entière. Et il se trouve que le 28 février, le décret de reconnaissance officielle de la Confédération a eu lieu, ce qui nous a permis donc de pouvoir développer notre organisation. Donc c'est grâce à un rapport de force que nous avons créé à ce moment-là que nous sommes parvenus à obtenir la reconnaissance syndicale. Après, nous avons organisé les journées d'été de Etchari avec 300 militants de la Conf qui ont préparé les assemblées générales et sur les 2 thèmes importants, le quantum financier et quel pacte nous voulons pour un projet d'agriculture pour l'économie, projet d'agriculture d'agriculture paysanne. Après, en novembre, nous avons organisé avec l'association des défenseurs de cas difficiles une association nationale pour leur permettre d'avoir un débouché et de créer les conditions de défense des paysans. C'est Solidarité Paysan. Ouais. Et puis en 1991, il y avait le projet de réforme de la politique agricole commune sur lequel nous avons déjà préalablement travaillé aux journées d'été et qui qui nous avait mobilisés dans la mesure où la proposition première de McSharry, c'était son objet d'arriver à assurer un revenu pour les paysans et la double fonction des paysans qui était reconnue d'une part en tant que producteurs, mais également en tant que protecteurs de l'environnement et du développement rural. Nous avons obtenu disons que le projet était bien. Le problème, c'est que 10 mois après, ils ont oublié ce premier point et qui a créé des conditions de remise en cause de notre accord sur les propositions McSharry. Voilà un peu quelques mots. Merci Guy. Oui.
Je vais donner la parole maintenant au troisième porte-parole de cette période, Gaby Dewaal. Bonjour à tous. Donc je dirais dans le droit fil, 92-95, c'était la mise en place de la réforme de la PAC pour se mettre en accord avec l'organisation GATT au niveau international. Je vous rappelle quelques temps forts de cette campagne d'action. D'abord à Genève, où nous nous sommes rassemblés nombreux pour remettre en cause la politique agricole commune, mais aussi les accords internationaux. Je vous rappelle aussi Rignac, c'est le lieu de la mairie de Jean Pouèche, alors ministre de l'Agriculture, que nous avons occupé pendant 3 jours et qui nous a d'ailleurs expulsés avec les forces de l'ordre. Et puis il faut rappeler également la grande manifestation des Invalides pour le jour de la signature des accords du GATT et de l'acceptation de ceux-ci par nos députés qui, pour beaucoup, n'avaient même pas lu les accords en question et ne savaient pas de quoi ils retournaient. Voilà l'un des temps forts de la Confédération paysanne de cette année-là. J'ajouterais que parallèlement à cela, c'était aussi la remise en cause du modèle industriel qui avançait partout. Et j'ai une pensée particulière pour Yves Olivier, qui, à travers la production porcine, a porté au sein de la Conf ce combat des producteurs de porc, disant très fort dans cette campagne que nous avons menée: il n'y a pas trop de producteurs de porc, mais il y a des producteurs de porc qui en font trop. Parallèlement à cette action-là, avec lui toujours et avec vous bien sûr, nous avons pour appuyer cela démonté le cadran de Plérin, qui était la cathédrale et leur église à eux, j'allais dire, des productivistes. Nous avons aussi vidé la coopérative, une des fermes coopératives de la Coperle, avec ce slogan tagué sur les truies: vidons les gros, ils en font trop. C'est ces actions-là qui ont marqué l'histoire de la Confédération paysanne. Mais, et c'est vrai que la politique agricole commune se mettant en place, donnant à l'hectare la prime que les céréaliers avaient au kilo produit avant, lésait fortement les producteurs à base d'herbe. Et la revendication de la Confédération paysanne qui a été portée à ce moment-là, c'était bien la prime à l'herbe, portée devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, avec force manifestation également, pour dénoncer la prime au maïs qui était donnée aux producteurs hors sol en particulier. En même temps, nous avons aussi travaillé à la remise en cause du projet Polman, 8 millions de poules pondeuses dans la Marne qui était commencé, projet mis en cause par le comité national qui a fermé les locaux de Polman à Fère-Champenoise, qui nous a valu une dizaine de paysans inculpés, mais au bout de tout, au bout de l'enquête, un non-lieu. Ensuite, en même temps, toujours dans cette même idée d'aller revendiquer à Bruxelles une limitation des tailles d'atelier, portée depuis Fère-Champenoise jusqu'à Bruxelles dans une caravane à pied, la revendication d'une limitation européenne des tailles d'atelier. Ce qui nous a permis de croiser à Mons, à ce moment-là, la première réunion de l'Assemblée qui a fondé ce jour-là la Via Campesina, mouvement dont on parle aujourd'hui internationalement fortement. Et puis, parce que ça a toujours été des années folles d'être à la Conf, c'est aussi la théorisation, la mise en chantier du projet d'agriculture paysanne et les premières rencontres de l'agriculture paysanne qui ont lieu à Saint-Lô dans la Manche à ces périodes-là. Mais se demandant comment créer les conditions d'une compétitivité normale pour l'agriculture paysanne. La question est d'ailleurs de savoir faut-elle qu'elle soit compétitive. Mais néanmoins, en revendiquant une loi d'orientation agricole et rurale qui a été portée par la Conf à ce moment-là également. Enfin, toutes ces revendications ont été portées en 1995 avec la présentation de listes partout aux élections chambres d'agriculture, avec ce thème très fort,
3 fermes valent mieux qu'une grande. Débat interne qui nous a enlevé l'adjectif petite. On peut sûrement le regretter, mais nous avons, à ce moment-là, réussi à maintenir et à consolider la Confédération paysanne malgré la tempête coordination rurale qui avait failli quand même faire chavirer le navire. Nous avons tenu bon et nous l'avons consolidé ailleurs. En conclusion, je dirais simplement qu'il faut garder 2 points de mire. C'est garder notre capacité à contester la technique et garder notre capacité à réclamer une autre politique agricole. Merci. Bien, merci beaucoup Gabi. Je vais quand même vous citer les secrétaires qui sont sur la scène. Donc Jean-Claude Malo de Seine-Maritime, Michel Berroco du Pays Basque, Laurent Cartier de Haute-Marne, André Aubineau de Vendée, Marjolaine Morette de la Creuse, Jean Cabaret là-bas des Côtes-d'Armor et Michel Cucherousset du Jura. Voilà, je vais leur demander de se décaler vers la gauche pour faire appel à la deuxième période Confédération paysanne de 1995 à 2002. Donc les secrétaires de cette période, si vous voulez bien monter sur scène, une période où la Conf s'est vraiment affirmée institutionnellement vis-à-vis des pouvoirs publics et vraiment vis-à-vis de la société également. La période où on va voir arriver les OGM, on va voir arriver aussi vraiment les méfaits du productivisme avec la crise de la vache folle. Et pour vous en parler, j'aperçois un porte-parole qui monte les escaliers, François Dufour. Il fait quelques bises et il arrive. Voilà. Salut. Bonjour à tous et à toutes. Bon, écoutez, c'est une période très intense, comme ont été toutes les périodes de la Confédération paysanne. Donc, ce sera difficile de brosser tout ce temps, mais je crois que Patrice, tu as déjà donné quelques éléments. Cette période 95-2000 a été portée surtout par les crises sanitaires. Le modèle agricole tant décrié, qui continue d'ailleurs à montrer toutes ces facettes négatives aujourd'hui aux yeux de l'opinion publique, on le voit avec les œufs intoxiqués de pesticides. Ça a été des crises sanitaires à répétition. Donc, je ne vais pas les énumérer. La crise de la vache folle a été un révélateur, mais il y a eu tous les scandales qui ont porté sur différentes productions et qui ont jeté un discrédit sur l'agriculture pendant toute cette période. Donc, tout ce moment, à la fois, il fallait subvenir à, je dirais, la nécessité de soutenir les paysans en grande difficulté avec le fondrement des cours notamment et le discrédit porté sur eux, et en même temps revendiquer et porter d'autres modèles agricoles pour lutter contre le modèle standard dont vous avez fait état tout à l'heure et qui continue malheureusement aujourd'hui à être porté par les politiques agricoles. Donc ça a été un moment important. Et puis l'avatar des OGM que nous a fait miroiter, 97 notamment, où là les paysans, avec d'autres réseaux, d'autres militants, des citoyens, se sont jetés dans l'arène pour aller à la fois sortir le loup du bois ou de la bergerie avec ces OGM qui arrivaient par les firmes et qui nous étaient portés comme des moyens d'arrêter totalement les pesticides dans l'agriculture et de dire que finalement le grand jour était arrivé, l'agriculture propre, eh bien ça y est, avec les OGM, mais c'était tellement beau qu'on n'y a pas cru. Et donc le combat a été très long à ce moment-là. Et puis, je crois que les faucheurs volontaires et autres qui se sont ensuite mis en mouvement pour dire que ça ne passerait pas, les paysans refusaient les OGM. Alors toute cette période, c'était aussi la globalisation des échanges, c'est-à-dire l'agriculture comme les autres secteurs d'activité qui rentrent dans la mondialisation. Et là aussi, on nous a dit, nourrir le monde, c'est permettre que l'agriculture s'exporte beaucoup plus. Donc, une voie importante avec une croissance permanente. Et donc, les paysans, vous allez en tirer les bénéfices. Là aussi, ça a été un moment qu'on a refusé. Et puis, avec les mouvements internationaux, via Campesina, mais d'autres mouvements qui se sont créés, il a fallu aller à l'autre bout du monde pour suivre de près
tous ces délinquants, je pourrais dire, qui, eux, œuvraient dans l'ombre pour décliner cette mondialisation dont on connaît les effets aujourd'hui, la financiarisation de l'agriculture. Et puis, ça a été aussi un moment important, je crois, que pour la Confédération paysanne, eh bien, d'ancrer dans la société civile, avec la société civile, l'agriculture. Sortir, briser les corporatismes. Et ça a été la naissance d'Attac, hein, l'association qui s'est créée donc pour taxer les transactions financières et de se dire qu'à partir du moment où on met un caillou dans l'engrenage, eh bien, on pourrait redistribuer, apporter un revenu à toutes ces personnes qui, à travers le monde, par l'appel financier de ces transactions, eh bien, de faire en sorte eh bien, que tout le monde puisse retrouver son compte. Donc, je m'arrêterai là, mais ça a été un moment euphorique, je dirais, avec, au sein de toute l'équipe et les équipes dans les départements pour faire en sorte que la Confédération paysanne, eh bien, à travers la société civile, soit prise en compte, soit soutenue, parce que l'agriculture paysanne, parce que les paysans nombreux sur les territoires, eh bien, c'est l'intérêt de tous. Donc ça a été une période vraiment euphorique, mais il y aurait tellement de choses à dire qu'on y passerait 2 jours. Voilà. Merci François. Je ne vais pas dire un petit mot sur le McDo. Oui, alors, effectivement, à la fin de la période 95-2000, ça a été le démontage du McDonald's de Millau. Alors, il y a quelques délinquants là, qui sont tout près de nous, là, que je reconnais. Là. Donc, ça a été l'embastillement de José, mais pas seulement de lui, de d'autres paysans hein, qui ont donc été à l'époque mis à l'index, je dirais, hein, qui sont très ciblés. Et au moment, en plus, un tournant où l'État français, la justice nous dit, eh bien, pour sortir de prison, il faut apporter des cautions. Chose que l'on n'avait jamais vue en France, qui existe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et où il y a eu le refus des paysans de donner une caution, alors qu'il y a eu un soulèvement un peu dans ce pays, où beaucoup de gens ont dit, mais on ne peut pas laisser des paysans en prison pour notamment la cause qu'ils défendent. Hein, le démontage du McDonald's, c'était en réponse au fait que les États-Unis taxaient, surtaxaient les produits, notamment les produits au lait cru, qui venaient d'Europe, qui venaient de France, en disant on ne veut pas consommer de ces produits. Et en même temps, c'est l'agriculture standardisée qui doit, totalement industrialisée, qui doit, dans la mondialisation, prendre le dessus. Donc, vous, avec vos produits d'identification, avec vos AOP, vos AOC, eh bien, on refuse que le commerce international reconnaisse toutes ces productions qui sont multiples et qui font la richesse des paysanneries du monde. Eh bien, c'était donc un moyen de réponse à cette taxation, et notamment le Roquefort, qui faisait partie du lot de fromage qui allait être taxé par les Américains. C'est un vieux conflit, c'est un conflit qui perdure. Tout n'est pas terminé. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle l'organe de règlement des différends de la mondialisation qui ont traité de ces accords internationaux et qui ont condamné parfois les États-Unis ou d'autres pays parce qu'ils s'étaient érigés à des règles de protectionnisme alors qu'ils voulaient ouvrir l'agriculture au monde. Donc cette période du démontage du McDo et l'arrivée, je dirais, des paysans de l'Aveyron et José, eh bien, a permis, je pense, d'ouvrir la Confédération paysanne aux yeux de l'opinion publique comme vraiment le phare pour, pas n'importe quel phare, parce que dans l'agriculture, il y avait déjà des phares qui avaient été ouverts avant, avec le réseau de Madame Lambert notamment, l'agriculture raisonnée. Ce n'était pas ce phare-là, il fallait l'éteindre, mais le phare de la Confédération paysanne, avec effectivement José en porte-voix, qui a pris la succession de porte-parole d'ailleurs en 2000, eh bien, c'était le moyen vraiment d'ouvrir la Confédération paysanne comme une organisation, je dirais, ouverte sur le monde, mais capable de porter un vrai message et de briser les corporatismes avec la société, de montrer que l'agriculture doit continuer à exister et qu'on doit la défendre jusqu'au bout. Et puis, eh bien, vous êtes ici les éléments marquants de toute cette continuité. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que ce serait long aussi. Merci beaucoup, François. Merci. Alors, je vais vous citer également les secrétaires qui sont présents sur scène. Jean-Pierre Leroy de Gironde, Christian Boisgontier de l'Orne, Marie-Agnès Fouché du Loiret, Pierre-André Deplaude de la Loire, Francis Poineau du Pays Basque, Marie-Hélène Chancelier de Vendée,
Ils ont tous activement participé au secrétariat national. Et on va aborder la période suivante, 2002-2007. Et là, je vais demander donc au secrétaire présent de monter. On a un manque de porte-parole sur cette période. Ils n'ont pas pu tous venir. Et puis, il y en a un qui de toute façon ne pouvait pas venir, puisqu'il nous a quittés malheureusement l'an dernier. Je vais laisser Laurent en dire un mot. Oui, on ne peut pas... On peut pas célébrer les 30 ans de la Confédération paysanne sans avoir un mot et une pensée pour Nicolas Dintz, qui a donc été porte-parole dans les années 2000 et qui est décédé il y a un an. Nicolas, il y en a plein qui le connaissent bien mieux que moi, mais Nicolas qui a porté haut les couleurs de la Confédération paysanne sur des dossiers qui sont malheureusement toujours d'actualité, qui sont notamment les dossiers des travailleurs migrants saisonniers sur lesquels l'exploitation des travailleurs, mais on y reviendra après, qui a trait à un système agricole qui est mis en place, qui a trait à l'industrialisation de l'agriculture. Voilà, Nicolas nous a quittés il y a un an et simplement, ça nous semblait important de l'associer aussi à cette fête des 30 ans de la Confédération paysanne. Merci Laurent. Alors, sur cette période, je ne sais pas qui veut en parler. Si vous avez décidé entre vous qui voulait. Chantal. Parce qu'il n'y a pas encore de filles qui ont parlé. Oui. Parce que c'était juste le début de la parité. Vous l'avez vu, tous les SN avant, il y a que des mecs. Il y a juste avant, il y avait 2 nanas ou 3. Et là, maintenant, on a eu une porte-parole. Malheureusement, elle n'est pas là, c'est Brigitte Alain. Mais d'abord, donc c'était important à cette époque. Les filles, elles ont commencé à être là. On a fait beaucoup de choses. Je vais donner un peu la parole à tout le monde. Mais quand même, les grands points, c'est quoi ? D'abord, on avait des super équipes. Des fois, ça s'engueulait, ça allait bien, mais c'est normal. On a mis beaucoup en avant. C'est à l'époque qu'on a sorti tout ce qui était les cotisants solidaires à la motion de Strasbourg en 2004, qui n'existait pas ni au sein de la conf, mais ni encore moins dans les ministères. C'est à ce moment-là qu'on a mis tout ça. Et on a beaucoup bataillé sur l'installation, l'accès au métier, la protection sociale. Il y a Marie-Hélène qui est là, qui en fait partie. Des filles qui ont bataillé pour ça. Bon, les mecs, ils savent parler, je ne vais pas parler pour eux, ils sauront dire ce qu'ils ont à dire. Voilà, après, on avait des SN avec des Bretons, je ne vous dis pas. Ça, c'était chaud des fois, mais bon, ils sont toujours là. Et nous, on était le Sud, alors bon, aussi, c'était chaud. Voilà, on a beaucoup bataillé sur les OGM. On a fêté les 20 ans de la conf sur le Brac, donc c'était il y a 10 ans, c'était ce SN-là qui l'avait fêté. On s'est beaucoup investi aussi avec les mouvements sociaux. On allait avec le DAL occuper la bourse. On allait dans les usines Danone. Il est où, Laurent, là, dans ton coin, là-bas, où on allait chercher les yaourts. Et qu'après, on s'est tous tapés dessus, évidemment. C'était l'époque des fauchages avec les hélicoptères là, qui nous volaient dessus. On se croirait à la guerre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On s'est battu pour la production fermière. C'était l'époque des CTE aussi. On a fait beaucoup de choses pour faire la production, reconnaître les produits fermiers. Bon, je ne vais pas te reprendre la parole quand même, parce que même si je m'en abuse un peu, je pense que tout le monde aura un petit mot à dire de toute notre scène. En tout cas, c'est super d'être tous là. Et vive la Confédération paysanne ! Merci Chantal. Donc, Christian Boisgontier, qui a été porte-parole aussi du département de l'Orne. Enfin, porte-parole nationale. Oui, je voudrais compléter. J'étais à cheval sur deux campagnes élection chambre là, jusqu'en de 2000 à 2003. Donc, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est la période euphorique de la Confédération paysanne, l'arrivée après l'emprisonnement de José, le procès de Millau, 80 000 personnes, le rassemblement sur le Larzac, 300 000 personnes, et des résultats aux élections chambres qui propulsent la Confédération paysanne à 27%. Je crois qu'il faut bien se rappeler de cette époque là où la Confédération est sortie de l'anonymat ou presque de la clandestinité, et tous les médias voulaient entendre la Confédération paysanne. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Congrès d'Argentan, alors que José avait épuisé tous ses mandats, il a été réélu, il est rentré au comité national, au secrétariat et porte-parole. On a eu un chantier énorme à cette époque-là aussi parallèlement, c'est la fameuse réforme de la PAC, la réforme Fischler, où l'Europe était sommée de supprimer ces aides publiques parce qu'elles étaient considérées comme distorsives.
Et rappelez-vous, c'est la fameuse proposition de découplage des aides qui nous paraissait une folie, puisqu'il fallait faire disparaître des aides qui étaient classées dans la boîte rouge, c'est un peu compliqué, pour les rendre OMC compatibles. Et là, bien, Pascal Lamy invente le fameux découplage des aides, où les paysans vont recevoir un chèque sans obligation de production. Vous pouvez ne plus avoir de taurillon et vous allez continuer à toucher les aides jeunes bovins. Vous pouvez ne plus avoir de veau à l'engraissement et vous allez continuer à toucher vos primes. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la Confédération paysanne a réussi à faire un collectif d'organisation, à la fois militants sur le tiers-monde, consommateurs. Les jeunes agriculteurs ont travaillé avec nous pour faire une plateforme pour une autre PAC, où on a travaillé sur un positionnement qui était hyper intéressant pour les paysans, où tout le monde était d'accord pour que les paysans aient des prix rémunérateurs. On avait plein d'arguments pour convaincre les consommateurs que la part de l'alimentation dans la consommation des ménages se réduisait et qu'un prix rémunérateur n'était pas un problème si, bien sûr, il y avait des budgets sociaux en conséquence pour réparer les choses. Donc, il faut bien comprendre cette période qui a été difficile. Donc, la politique, la PAC qui a été votée, bien sûr, ne nous convenait pas du tout, au point que le Comité national a décidé de ne pas participer à sa mise en œuvre, parce que ces primes découplées nous paraissaient un scandale. Elles n'avaient plus la légitimité puisqu'elles n'étaient plus attachées à la production. Donc voilà un peu ce travail que l'on a fait avec énormément de réunions, une pression. Et là, encore une fois, on a perdu le combat d'une autre réforme qui était souhaitée par la majorité de la population. Merci Christian. Alors, qui veut prendre la parole? Marie-Hélène. Très brièvement, c'est pour dire que de cette période-là, moi, je retiens surtout la mise en place de la transversalité des luttes avec le reste de la société. Et ça a été pour nous très, très important. Le monde paysan n'était pas un monde à part. Et puis, quand on regarde dans le rétroviseur, Chantal a parlé des cotisants solidaires. Et une grande satisfaction aujourd'hui, c'est que nous avons gagné la bagarre. Parfois, c'est compliqué, on ne voit pas le bout du tunnel quand on mène des combats. Et là, aujourd'hui, les femmes, les hommes qui aujourd'hui veulent s'installer peuvent avoir accès à une vraie protection sociale, un vrai statut de chef d'exploitation, avec un nombre d'heures déclarées de travail, alors qu'avant, c'était lié au nombre d'hectares. Et pour beaucoup, c'était un accès au foncier très compliqué et voire impossible. Voilà, donc c'était Marie-Hélène Chansonnier qui nous vient du département de Vendée. Et je passe la parole à Jean-Jacques non, ne vous disputez pas. Allez, Jean-Jacques Bailly de Haute-Marne. Alors moi, je vais simplement faire une petite anecdote chère, je pense, importante pour tous les trésoriers qui sont passés à la conf et qui est passée un peu inaperçue, mais c'est issu d'une lutte anti-EGM, une action qu'on a menée dans les années 80, je crois 98, quelque chose comme ça, où on a été on est passé donc au tribunal et on a perdu successivement tous les recours de défense, puisque c'était contre Monsanto. Je crois que c'était à Toulouse. Marie-Christine, elle le sait bien puisqu'elle est là. Et donc, on a été, moi quand je suis arrivé trésorier, on avait une somme qui était là prévue pour payer, je crois que ça tournait autour de 80 ou 100 000 euros quand même dans nos comptes, c'était pas rien. Et ça pesait très fort sur nous. Et on a fini par se rendre compte que Monsanto, qui à l'époque n'arrêtait pas de faire des fusions, absorptions dans ces consortiums d'entreprises, on s'est rendu compte à un moment que Monsanto qui nous attaquait au tribunal était une structure fantôme. Elle n'existait plus, elle avait été reprise par une autre, elle avait été absorbée par une autre, mais elle continuait de faire venir des huissiers, faire venir des avocats contre nous, alors que la structure était fantôme. Quand on s'en est rendu compte, on est allé tout simplement leur dire mais attendez, là, vous n'avez plus, il n'y a plus lieu de payer cette somme-là puisque vous n'existez plus. Et donc, voilà, on n'a jamais payé cette somme-là et Monsanto s'est trouvé le bec dans l'eau. Merci Jean-Jacques. Donc Gérard Durand qui a été porte-parole et qui nous vient de Loire-Atlantique. J'étais porte-parole 2005-2007, oui, avec Régis Auchard. Donc bonjour à tous.
Comme ça a été dit, donc cette période-là, c'était la période où il y avait beaucoup le combat contre les OGM, la suite de tous les rassemblements altermondialistes à Porto Alegre et avec la Via Campesina. Donc on y a participé beaucoup. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait débat déjà en ce temps-là entre notre participation évidente à tout ce mouvement social international et français et la place de notre structure syndicale de défense au jour le jour des producteurs X ou Y, quoi. Et ce débat-là est récurrent à la conf, il existe encore, il existait à ce moment-là. Donc je me souviens, Chantal en a fait état un petit peu, je me souviens que des fois c'était animé au secrétariat là-dessus, entre autres. On était, pour la petite histoire, en secrétariat 9, ce qui n'existe plus depuis bien longtemps, depuis ce temps-là. En cette période-là, on a géré aussi l'agrandissement de la maison de Bagnolet. Et puis on a été jusqu'aux élections 2007 et préparé la campagne de 2007, quoi. Juste pour une petite anecdote que je me souviens avec Régis, et puis je ne sais plus qui était dans la délégation, on avait été voir le nouveau ministre de l'Agriculture qui était Dominique Bussereau, et on arrive dans son bureau, et ce loustic-là, il avait la télé d'allumée, et nous, on était en délégation officielle Confédération Paysanne. Il nous regardait tout juste, il regardait la télé pendant qu'il nous recevait. On ne pouvait pas imaginer qu'il fasse la même chose avec la FNSEA. Mais c'est pour dire l'ambiance qu'il y avait en ce temps-là, quoi. Merci Gérard. Olivier. Donc Olivier Keller qui nous vient de l'Ardèche. Merci à tous d'être ici. Beaucoup de choses ont été dites. Et pendant cette période, je compléterai. À mon avis, la convergence des luttes est née réellement à ce moment-là. Et un des grands succès que nous avons eus, ça a été le non à la Constitution, puisque nous avons créé tous les arguments alimentaires pour que les co-citoyens et les concitoyens français votent contre cette proposition. Et puis, dans la convergence des luttes, il y a effectivement, à quelques mois près, aujourd'hui, c'est les 20 ans des OGM en France et de nos luttes, puisque ça a commencé en 1997. Et je fais partie, avec toute l'équipe qui est derrière moi, mais surtout avec vous, de toutes les capacités de persuasion que nous avons eues pour s'allier toute la société civile contre ces OGM. Et je pense que c'est une des plus belles victoires de la Confédération paysanne, mais aussi des citoyens, de reconnaître un syndicat agricole qui pense aux vivants. C'est bon. Bon. Alors, Paul Deloire, du département de la Loire, évidemment. Voilà, moi j'ai fait 1 an au secrétariat national de 2005 à 2006. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit, hein. C'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui se sont vécues. C'était une équipe qui était diverse, où il y a eu des débats, des fois durs, mais je tiens quand même à dire que j'ai apprécié qu'elle se soit faite dans le respect des positions de tout le monde. Et c'est ça qui était très intéressant, je trouve pas le mot, enrichissant, voilà, exactement, merci, parce que c'est ensemble qu'on arrive de trouver des solutions. Et du coup, je ne regrette pas du tout cette période-là. C'est très enrichissant, comme je l'ai dit. Et j'encourage tout le monde à se mobiliser pour la continuation de la conf. Elle a 30 ans, mais elle a encore un long avenir devant elle. Merci. Sur cette période, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Olivier, ne pas oublier la plus belle réponse aussi qui a été faite à l'invasion des OGM, c'est la création du réseau Semences Paysannes. Ça a été une formidable réponse et qui continue de poser ses racines. Alors, je crois que tout le monde... non, il y a Guy Bessin, là, de la Manche, tu ne veux pas dire un petit mot? Bonjour, tu n'as pas un petit message? Un petit message d'espoir? Non, bonjour à tous. Ce qui a aussi marqué cette période-là, et bon, moi qui suis d'un département laitier, c'est toutes les luttes laitières contre la baisse du prix du lait. Et la conf a
a essayé de mobiliser, et entre autres, ça a été évoqué tout à l'heure, s'attaquer à Danone, etc. Et ça a été une bonne partie de notre activité sur les questions laitières. Hein. Et la question de l'élevage aussi également, qu'on a essayé de soulever. Et le fait de la bagarre pour sauver l'élevage, qui aujourd'hui est une évidence pour tous, mais qui à l'époque ne l'était pas. Merci Guy. Donc, sur cette période-là, les porte-paroles qui ne sont pas là, je vais essayer de les citer quand même sans en oublier. Il y a eu José Bové, bien sûr, il y a eu René Louaille, il y a eu Brigitte Alain, dont a parlé Chantal, il y a eu Jean-Émile Sanchez, Nicolas Duns, et je crois que j'ai oublié personne. Voilà. Donc, je vais appeler pour la période 2007-2013, si j'ai oublié Régis Auchard, je pense que c'était cette période-là, je ne sais plus où il était à cheval sur les... Régis Auchard également du Tarn-et-Garonne. Donc, je vais appeler les secrétaires de la période 2007-2013. Et j'aperçois un porte-parole à qui je vais tendre le micro. Ah, c'est qui alors? Alors, le porte-parole sur cette période-là, c'est Régis Auchard qui a pris la présidence, enfin le porte-parole de la Confédération paysanne, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc moi, j'ai été secrétaire général à cette époque, et donc c'est à ce titre-là que je vais m'exprimer. Donc je parlerai moins bien que lui, parce qu'il aurait fait ça beaucoup mieux, mais je m'excuse. Voilà. Donc sur cette période-là, moi, ce que je voudrais préciser, c'est que la Confédération paysanne, elle est faite de militants, et ses moyens d'action, c'est aussi de l'argent, et qu'on a subi à cette période-là une baisse importante des fonds qui étaient attribués aux syndicats que nous étions par la baisse de la Confédération paysanne aux élections chambres. Donc il y a eu une baisse de 7-8 points, je ne me rappelle plus exactement, qui ont entraîné une soustraction de 600 000 € au minimum sur les financements nationaux. Et je pense qu'il est important aussi, même si le temps est plutôt festif et joyeux, on va dire, de faire remarquer que ces difficultés-là, elles existent, et que quand on arrive secrétaire national dans ces circonstances-là, eh ben, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de relever ses manches et d'essayer de gérer. Donc la baisse, elle a eu lieu aux élections de janvier 2007. Et moi, avec l'équipe une partie de l'équipe qui est ici, on est arrivé au printemps. Donc il y avait déjà eu une partie de licenciements et de départs volontaires qui avaient été engagés. Et il a fallu, bien sûr, dans cette période-là, réorganiser le fonctionnement de la Confédération paysanne au niveau du travail à Bagnolet. Et ça n'a pas été chose facile. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais dire aussi, parce que ça fait partie du travail du militant, et que la vie de secrétaire national n'est pas toujours rose, même si, comme l'a dit Laurent Pinatel ce matin encore dans un atelier, c'est une expérience passionnante, et que les difficultés que les uns et les autres on a pu subir ou vivre pendant nos périodes de mandat, que tout ça ne décourage pas les jeunes qui ont envie, parce que c'est certain que humainement et personnellement, ce sont des temps extrêmement forts, et qu'on rencontre des gens inoubliables, et que les difficultés du vécu ne soient pas une entrave à la poursuite de l'organisation. Alors ce que je pense par rapport à ça, aujourd'hui, avec quelques années de recul, c'est qu'on a un outil au sein de la Confédération paysanne qui s'appelle statut et conflit, et je plaiderais volontiers pour que cet outil-là soit peut-être plus utilisé comme régulateur interne dans les rapports entre les gens, et que de temps en temps, on est dans des postes où on est exposé, recours à cet organe interne pour dédramatiser et faire tomber un peu la pression
qui pèse sur les épaules des gens en poste. Voilà, donc ça c'est un appel personnel que je fais aux équipes qui ont encore du travail devant elles. Donc ça c'était un petit peu juste mon introduction. Donc sur le temps de secrétariat pas plus à cette époque, non. Sur le temps de secrétariat, donc on est passé d'une équipe à 9 dans l'équipe précédente. Pour des questions budgétaires, on est aussi passé à une équipe de SN à 5. Donc SN resserré dans la question de gérer un peu mieux les finances de la conf, du moins d'adapter les équipes à l'argent dont on disposait. Donc cette équipe, elle a eu quand même comme gros bénéfice, c'est que qui dit équipe resserrée dit peut-être cohésion plus facile. Ça veut dire aussi peut-être efficacité plus facile parce que les temps de réunion passent moins en débat un petit peu trop long. Et du coup, moi j'ai comme souvenir de cette équipe un travail d'une efficacité que j'ai trouvé assez remarquable de la part de mes collègues. Donc je voulais juste mettre en exergue deux ou trois sujets qui ont été abordés à cette période-là. Donc, le moratoire sur les cultures OGM, ça date de 2008, donc ça a été gagné à cette période-là. Le Grenelle de l'environnement avec la première prise en compte de la nécessité de diminuer la consommation de pesticides, ça date de cette période-là. Donc Jacques Pasquier m'a ferraillé auprès du ministère de l'Environnement pour pousser ces choses-là. Donc je pense que ça fait partie des choses dont on peut être fier d'avoir initié ces virages-là dans la société. Et puis, dernier gros sujet de l'époque, c'est tout ce qui avait trait à la politique agricole commune avec le bilan de santé de la PAC. Donc ça qui a été peut-être énormément discuté en secrétariat, mais aussi porté de façon très, je dirais, professionnelle par Régis à cette époque-là, auprès du ministère de l'Agriculture, et qui a permis d'aboutir quand même à la surprime des 50 premiers hectares dans l'application de la PAC. Et ça, c'était une des premières prises en compte du rôle des petites fermes dans l'agriculture. Et c'était une façon de reconnaître que les petites fermes, oui, elles pouvaient avoir 30 € à l'hectare de plus sur leurs aides PAC. Et c'était un début. Voilà. Donc ça, c'est la période SN 2007-2009. Sur 2009-2011, donc là, j'étais aussi secrétaire général. Et les grosses actions qui ont été... Donc là, on est repassé sur un SN à 7. Les grosses actions qui ont été menées à cette période-là, c'est l'occupation de la Maison du lait sur le travail par rapport aux interprofessions, donc avec l'objectif d'obtenir la représentation de la conf dans les interprofessions. C'était un combat ancien, vous en avez déjà entendu parler tout à l'heure. Et là, on est arrivé à un moment où on s'est dit on ne sort pas de la Maison du lait tant qu'on n'a pas gagné quelque chose là-dessus. Donc toutes ces discussions, elles sont aussi, c'est ce qu'il faut savoir aussi dans le travail des secrétaires nationaux, c'est que c'est aussi de la discussion avec les politiques et qu'il n'y a pas d'action qui paye s'il n'y a pas en même temps le lien avec les politiques qui se fait pour gratter des choses et pour obtenir des victoires. Donc la victoire sur les interprofessions, elle ne s'est pas faite connaître tout de suite, il a encore fallu attendre quelques temps. Donc on a tenu 6 semaines l'occupation de la Maison du lait avec grève de la faim. Il y avait, je ne sais plus exactement combien de grévistes de la faim, mais un paquet, dont André qui était secrétaire national.